Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo est utilisé à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur une œuvre appartenant à leurs propriétaires respectifs. Vous savez, au vu de mes dernières vidéos ainsi que mes derniers visionnages qui ont eu un caractère assez sanglant, mais qui sont non moins grandioses, on peut en conclure que je vais faire un génocide de chatons au gaz moutarde. Bon, vous inquiétez pas, je suis allé me calmer en regardant des séries plus calmes, mais ça m'a rappelé pourquoi j'aimais tant les séries avec un ton plus grave et plus sérieuses, ou alors les séries qui s'assument complètement dans le n'importe quoi et le déjanté. Mais comme ma roulette russe s'est arrêtée sur la sainte année 2006, qui a quand même vu passer. Alors, Paprika, Toki wo Kageru Shoujo, Harumi Suzumiya no Yutsu, Higurashi no Naku Koro ni, Nana, Olich, Blackjack 21, Oban Star Racer, Degreman, Reborn, Elshing Ultimate, Ergo Proxy et comme fier représentant, Fate Stay Night. Et comme fier représentant, je sais pas, vous avez qu'à choisir. Béni soit cette année, mais j'aurais pu rallonger cette liste avec l'animé d'aujourd'hui. Non, vous partez. Mais faudra quand même expliquer c'est quoi ces initiales de merde. Donc, Black Lagoon commence par ce par quoi j'aurais dû commencer la présentation de cet animé, c'est-à-dire un opening pendant lequel vous avez le temps de souiller 2 fois votre caleçon et comme je suis un mec bien, cadeau. Désolé, je suis un mec bien mais on n'a plus le temps. Donc Black Lagoon commence réellement dans une ville avec un temps aussi pourri que celui que tu as à Lille en plein été, où on rencontre Okuro Okajima, un petit cadre de bureau japonais à qui on botte allègrement le cul pour qu'il aille travailler. Mais bon, il est récompensé par un voyage d'affaires dans la mer de Chine où la mer est belle, les poissons et les tortues nagent tranquillement. Retour à la réalité. Il part en voyage d'affaires où il se fait kidnapper par des pirates qui étaient venus chercher un disque, et je tiens à rappeler que des pirates ça ressemble plus à ça qu'à ça dans notre monde. Suite à ça, l'entreprise Okajima organise une réunion d'urgence tenue par des cadavres où on nous explique les motivations de cette attaque pirate et où on décide de donner carte blanche à ce type, qui respire la confiance, pour aller rechercher ce disque et éventuellement le employer. Pendant ce temps, Revi se justifie de son action avec la diplomatie qui lui est propre, mais j'y reviendrai plus tard. Ah oui, Okajima a failli y passer pendant cette leçon de diplomatie. Donc Dutch, c'est le grand noir, lui propose une clope où Okajima se rendra compte qu'il est plus proche de Dutch que tous ses patrons réunis. Oui, c'est ce qu'on peut appeler le syndrome de Stockholm. Mais ils prennent bien soin de lui puisqu'il a le droit de sortir avec ses kidnappeurs. Allez, ce soir, c'est tourner des bars. Et il se prend une mine. Pendant ce temps, le mec qui respire la confiance a pris la décision de laisser à son sort Okajima. J'espère que tu t'entends bien avec les pirates. Ouais, ils sont plutôt sympas. Super, parce que je t'envoie la putain d'armée pour récupérer le disque. Attends, quoi ? Ça devient le bordel dans le bar. Plus que ça ne l'était avant, en tout cas. Mais ce qui compte dans ce genre de situation, c'est d'avoir sa Revi de secours. Elle défonce le groupe armé toute seule ou presque, on a le droit à 10 secondes de répit où le boys band armé va trouver de nouveaux jouets, oui un hélico en image de synthèse, qu'il défonce avec des armes à feu. Je crois que t'as pas compris le principe. Et le premier épisode se termine comme ça. Bon, pour ceux qui ne veulent pas connaître la suite, ils peuvent cliquer par là. Ah oui, mais non, trop tard. L'hélico les accule, ça rime avec en... Le bateau de nos pirates se retrouve dans une embouchure, ce qui les oblige à faire demi-tour et à affronter un hélico de combat de face. Oui, c'est du suicide, mais maintenant qu'ils ont un japonais à bord... Ça a du sens, sachant que c'est le japonais qui propose la solution retenue, qui consiste à envoyer une torpille dans la gueule de l'hélico, et de son pilote accessoirement, pour le faire exploser. Alors j'y connais rien en technologie d'armement de pointe, mais les torpilles c'est pas des missiles à champ d'action haut pour faire couler des bateaux? Ta gueule, c'est possible, complique pas les choses. Les pirates ont réussi leur mission, tous les partis en présence ont obtenu ce qu'ils voulaient, l'employeur a récupéré son disque, la mafia a réussi ce qu'elle voulait faire, et nos pirates ont eu leur paye. Reste juste Okajima qui décide de suivre ses nouveaux amis, et la liberté que lui offre ce nouveau travail. Bon, avant d'aller plus loin et de vous retirer cette idée de la tête, non, Okajima n'est pas une chief molle qui passe son temps à se plaindre et à prouver son impuissance comme le laissent présager les premiers épisodes. Je reviendrai sur ce personnage plus tard, mais retenez juste que c'est l'une des évolutions de personnage principal qui m'a le plus marqué. Pour revenir sur le scénario, on va donc suivre les aventures d'Okajima dans cette nouvelle ville qui est Rohanapura, qui est une ville absolument normale d'un pays du sud-est de l'Asie. Elle est contrôlée par les mafias, la police est corrompue, les femmes de joie sont sur le trottoir, les marchands t'arnaquent, Jack Sparrow va voler un bateau sous les ordres d'Al Capone, tu te fais droguer dans les boîtes de nuit et les gamins te volent dans la rue. Des volontaires pour un voyage en Asie du Sud-Est? Non? Bon, et bien c'est dans ce joyeux bordel que notre petit japonais de bureau, qu'on va appeler Rock à partir de maintenant, vient de mettre les pieds, à travers duquel on va suivre ses aventures qui consistent à exécuter des missions pour les mafias locales, qui sont par conséquent des missions de grande vertu à but humanitaire.
Quel est le con qui a écrit cette ligne? Des fois ça peut être un truc sympa, comme faire l'extraction d'un prisonnier de la mafia, au risque de se faire buter par tous les tueurs à gages de cette magnifique petite ville, servir de traducteur, à une mafia russe pour prendre le contrôle de Tokyo, aller chercher des trésors dans le fond de la mer, tout en luttant contre les derniers nazis. Bon, vous savez quoi, c'est rarement des missions sympas. Récupération d'informations, transmission d'informations, abordage de navires marchands. Putain, qui a donné un lance-roquette à Revy? Le tout sur un rythme narratif que j'adore, puisque relativement rapide, les arcs narratifs varient de 2 à 6 épisodes. On prend rarement plus d'un demi-épisode pour nous expliquer les enjeux de la mission, ce qui laisse plus de temps à de l'action pure et des péripéties qui viennent rendre l'action plus dense. Mais ne vous inquiétez pas, ça reste toujours compréhensif, car l'objectif est bien défini et facile à comprendre. Mais c'est paradoxalement l'arc narratif qui met le plus de temps à se mettre en place qui m'a le plus marqué, comme Rock d'ailleurs. Un autre avantage avec ce genre de narration, c'est qu'ils sont autosuffisants et indépendants. Si l'appellation nazi vous dérange, vous pouvez passer cet arc narratif sans pour autant ne pas comprendre les subtilités de l'arc narratif suivant, bien que vous louperez une étape importante dans l'évolution du personnage principal. Et puisqu'on en parle, tout à l'heure je disais que c'était l'une des évolutions de personnage qui m'avait le plus marqué, puisqu'au début il a l'utilité de l'Haiku de Claymore, c'est-à-dire particulièrement énervant. C'est-à-dire qu'il est un petit nouveau dans un monde qu'il ne connaît pas et qu'il essaie d'apporter des solutions aux situations dans lesquelles il se trouve, mais la plupart du temps il se retrouvera à gérer l'autre monstre qui est à côté de lui. Rattrapez-la! Et c'est définitivement le personnage auquel on peut le plus s'identifier, alors qu'à la fin il ressemble plus à Light Yagami de Death Note, où il essaie de contrôler l'un de ses monstres pour voir chahuter l'un des barons de la mafia de Roranapura. Et inutile d'en rajouter, si j'arrive à le comparer à Laku plus à Light, je vous laisse le soin de faire la comparaison entre ces deux personnages tout seul pour juger de son évolution. Après tu as Revy, qui est incontestablement le meilleur personnage de la série, tant au niveau de l'originalité de sa personnalité que de ses actions, ses répliques, ce qu'elle apporte à l'histoire, surtout dans les scènes d'action où c'est clairement le Revy Show, et ce qu'elle apporte à l'évolution de Rock, c'est elle qui le bouscule de sa mentalité d'idéaliste de petit employé de bureau japonais et le confronte à la réalité des pays du tiers-monde. Bref, vous l'aurez compris, c'est clairement pas le genre de personnage que vous pourriez mettre dans un Mao Shoujo, et qu'est-ce que c'est que ça? Revy, qu'est-ce que tu fais là? Ok, j'ai rien dit, l'esprit de Revy est toujours là. Et pour le reste des personnages, tu as Monstre de la Gâchette numéro 2, car le monstre numéro 1 est évidemment Revy, Monstre de la Gâchette numéro 3 et chef de la mafia, Monstre au sabre, le gros black montré comme une armoire à glace et qui n'est pas du tout cliché, fait assez rare pour être souligné. De quoi, le fait qu'il y ait un noir dans une série animée? Oui, aussi, le geek à lunettes et craque en informatique, le chef de la mafia numéro 2, une hermaphrodite. Non, un hermaphrodite et tient un peu de légèreté avec une bonne sœur. Ok, laissez tomber. Tous des personnages avec des horizons différents, qu'ils soient noirs, chinois, américains, russes, japonais, et les plonger dans le milieu du crime pour voir les différentes réactions des populations concernées sans porter de jugement était une volonté de Iori Rei, son auteur. Et inutile de vous le dire, mais j'adore ces personnages, pour la bonne et simple raison qu'on nous oblige absolument pas à les aimer avec des scènes longues et chiantes qui servent à te dire « Regarde comme ce personnage est mignon !» Please, tu es là. Non, là si tu aimes ou tu détestes les personnages, c'est pour leurs actions, pour leur façon de parler, pour leur façon de réagir, bref, pour leur personnalité. Mais même si on s'attache à notre petit groupe de protagonistes et certains de leurs alliés, ça reste des pirates, des mercenaires ou des mafieux, et leurs actions peuvent être tous aussi immorales qu'ils sont fascinants. Torture mentale et physique, trahison, ruse à penchant sexuel ou encore meurtre de sang-froid. Mais bien qu'ils soient tous fascinants, très peu sont développés, sauf les rares exceptions que sont Balalaika et Roberta qui ont un développement correct, le reste est mis sur la touche. Revy a un développement au compte-gouttes avec quelques lignes de dialogue par-ci par-là et 10 petites secondes dans la saison 3, mais pour Shueisha, Cheng, Eda et Frederica, leur passé est oublié avant même la fin de la série, quand bien même il est mentionné. Dutch et Bunny sont effacés au fur et à mesure que l'anime avance, et même Rob, qui est censé être le personnage principal, je vous le rappelle, tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'était un employé de bureau d'une grosse entreprise japonaise et qu'il avait des relations compliquées avec ses parents qu'il n'a pas vu depuis longtemps et qu'il ne verra pas. Oui, c'est tout. Mais je ne considère pas ça comme un défaut indigeste, car comme ça on ne se reconnaît pas dans les personnages qui sont des putains de tueurs au cas où vous l'auriez oublié, mais qui sont assez fascinants pour qu'on ait envie de suivre leurs aventures tout en gardant un certain recul sur ces personnages. Ce qui n'est pas forcément incohérent, à quel moment t'irais raconter ton passé alors que tu n'as vécu que de meurtres et de vols dans une ville où règne la misère et la corruption. Et puisqu'on parle de ça, on va pouvoir parler du cadre spatio-temporel. Pour l'époque, je dirais deuxième partie du XXe siècle, dû à la présence des nazis à la recherche des trésors qu'ils ont volés en Europe et perdus dans l'océan. Et si je devais être plus précis, je dirais le début des années 90 au vu des équipements et des armes, comme le Black Lagoon lui-même, la salle informatique avec des PC plus gros qu'en micro-ondes ou encore des hélicos de combat. Donc vous l'avez compris, l'univers se veut réaliste, à un tel point que je me suis retrouvé con à chercher Roranapura sur Google Maps pour savoir si la ville existait réellement. Je suis un blaireau, je sais. Mais si je peux facilement me faire l'idée que Konoha, Tokyo 3 ou Kamina City sont des villes imaginaires qui n'existeront jamais, car l'architecture des bâtiments ou les technologies de production d'énergie me font instantanément dire que les histoires ne se déroulent pas dans le même univers que le nôtre, pour Roranapura il n'y a rien qui permette de faire ce détachement, j'ai même réussi à trouver une ville connue qui pourrait se rapprocher de ce qu'est Roranapura. Il s'agit de Port Moresby, qui est la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque ça collerait avec la localisation géographique, à la fois proche de l'Australie, de l'océan Indien et du Japon, le tout avec le fait que ce soit l'une des villes les plus dangereuses du monde, dû notamment à un taux de criminalité parmi les plus hauts.
vidéo. Bon, après pas sûr qu'il y ait des courses-poursuites comme ça non plus ou des filles à moitié nues qui sautent de toit en toit. Et malgré ce que certains vont penser en regardant certains passages de Black Lagoon, il n'y a aucun fanservice à penchant ecchi, malgré les tenues de Revi premièrement, de soubrette, de nonne ou encore de robes chinoises. Et j'en ai pas parlé jusque là, mais si les dessins sont aussi beaux, pour un animé de 2006 où je rappelle que certaines œuvres encore cultes ressemblent à ça, on peut dire que Black Lagoon a quand même de la gueule, et ça s'explique en grande partie par le studio qu'il y a derrière, qui a fait, pour ne citer que les plus connus, Aoi Bokaku Series, Keiji, Oda no Muda, Hajime no Ippo, Paprika, Cardcaptor Sakura, Nana, Monster, Maoka Kuku no Retusei, Trigun. C'est bon, t'as fini? Tokiwo Kagelu Shoujo, Hellsing Ultimate, Claymore, Bitoon, Death Paradise, Hunter x Hunter, Kiseiju, One Punch Man, High School of Dead, No Game No Life, Death Note. Voilà, autant dire que ce studio pèse un peu dans le milieu. Donc quand un studio comme ça se penche sur... Arrête avec ces initiales, on s'attend à ce que ce soit de la même qualité, et c'est tout à fait ça. L'animation est toujours aussi impeccable, les scènes d'action sont à la fois dynamiques et fluides, heureusement pour un animé où les scènes d'action font au moins 70% de son succès, l'opening dont j'ai déjà parlé tout à l'heure que je trouve particulièrement bon, les OST collent parfaitement à l'action, dynamique dans les scènes d'action et pesante dans les scènes de tension, le chara design des personnages est à la fois réussi et réaliste, en tout cas c'est loin des aberrations de l'anatomie humaine qu'on nous sert régulièrement, et l'un des trucs qui m'a le plus marqué dans cet animé étant les regards des personnages. Je suis désolé, mais avec un regard comme ça tu peux me faire croire à tout ce que tu veux. Kara no Kyokai, c'est surestimé. Oui, tout à fait, j'allais le dire. Tu es une aubergine. Absolument, depuis tout petit. On dit chocolatine. Ah non, on dit pas en haut. Chocolatine, tout à fait. Les dialogues sont immersifs et intéressants à suivre à un tel point que je me suis repassé certains dialogues pour comprendre toutes les subtilités. Et enfin, les seiyuu sont tous très bons, à l'exception d'une sur lequel je reviens dans 30 secondes, et prouve encore une fois que même si les doubleurs français peuvent être très bons et impliqués par moments, sérieusement je crois que c'est la première fois que je vois des doublages français de cette qualité pour un animé qui n'est pas une comédie. Allez écouter le texte de Revi en français, vous allez comprendre. Écoutez-moi bien, espèce de troufion des mers! Mes roquettes voyagent encore plus vite que la vitesse du son! Alors, si vous voulez pas que je fasse couler votre vieux ratio tout pourri, et vous avec, vous avez intérêt à stopper les machines et puis ça! Bah quoi, tu m'embarques, tu m'emballes, tu m'embauches? Réponds du con, tu m'enfumes, tu m'enfiles, tu m'enfonces, tu m'enfournes? C'est cru, c'est grossier, c'est très premier degré, mais sur ce coup, la VF colle parfaitement avec la personnalité de Revi. Sauf que, vas-y Megumi Toyuguchi, fais-toi justice. パニックってんじゃねえよ、エダ。8万も15万もそいつらの命も、あたいらが全部いただきだ。 Mais je persiste à dire que les doublages français sont bons. Vous êtes obligé de faire l'accent chinois de cette manière. Attendez, vous arrivez à faire un noir sans accent mais pas une chinoise? Ok, bon, la VF a une excuse sur ce point, mais pourquoi avoir changé les OST? Et si vous vous dites que je vous chie dans les draps pour vous embêter et que les OST ça ne fait pas tout, je vous mets un petit lien ici et vous me direz ce que vous en pensez de changer les OST. C'est bon? Convaincu? Malgré la liste de bons points que je peux attribuer à Black Lagoon, qui serait tellement longue que j'aurais du mal à la faire rentrer dans un dictionnaire, il y a quand même 3 éléments qui m'ont chagriné. Le premier, c'est le nombre de personnages développés, qui auraient dû être plus nombreux, dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Le deuxième, c'est l'effet Stormtrooper, c'est-à-dire qu'aucune balle ne touchera sa cible sauf si vous êtes l'un des personnages principaux. Et ça fait bizarre de voir un personnage qui saute partout au milieu de dizaines de bonhommes armés ne prendre aucune balle pour une série qui se veut avoir un univers réaliste. Tellement réaliste que certains vont chercher Rora Napora sur Google Maps, ou encore certaines actions que je suis pas accepté dans One Piece, mais difficilement dans notre monde. Et le dernier, c'est l'effet Guilty Crown. Je m'explique, si Guilty Crown est autant décrié alors qu'il a de nombreux atouts, ouais pas tant que ça quand même, c'est parce qu'il souffre trop facilement de la comparaison avec Code Geass, qui mis à part l'animation et la bande son, et encore, est meilleur sur tous les points, personnage, univers, enjeu, et bien Black Lagoon souffre du même mal. Si je vous parle d'un petit groupe de personnes qui essaient de faire sa place dans un univers difficile avec des personnages bien badass, avec comme meilleur moyen de survivre la personnalité des personnages et des Desert Eagles, et le titre qui rappelle le nom de leur embarcation, non pas toi, oui, Cowboy Bebop. Ce qui peut avoir ce côté à double tranchant, soit vous allez vous dire que ce n'est pas du niveau de ce dernier, soit vous allez vous rappeler des bons moments de Cowboy Bebop. Moi perso ça me donne juste envie d'aller revoir cette série que j'adore. Pour donner mon avis sur cet animé, c'est très bon, c'est même l'une des séries que je peux proposer à un ami en me disant que s'il n'a pas aimé, ce n'est pas lui qui pourra tirer sur mes goûts, mais plutôt moi qui pourrais tirer sur les siens, malgré mes grandes vertus, mais le style de narration est plaisant, je veux dire par là qu'une fois un arc narratif terminé, on n'est pas frustré de ne pas connaître la suite, les personnages sont intéressants à suivre, les scènes d'action sont vraiment bien foutues, si vous ne vous posez pas la question, attends c'est possible de faire ça? Les dialogues font vraiment avancer l'histoire, même si les enjeux vont être difficiles à comprendre pour un public trop jeune, et le cadre est réaliste et immersif. Wow, ça va chier. Voilà, c'était ma critique sur Black Lagoon. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu et un petit partage, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et ou lâcher un commentaire, je les lis tous. Et je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Sur ce, Nippon Banzai.
Vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo? Ok, alors je vous donne le privilège de choisir le prochain animé dont parlera Animronix. Petit 1, un harem, vu comme je les critique, je vais leur donner un peu de crédit. Petit 2, un animé complètement déjanté que je vous recommande. Petit 3, un animé que je n'aime pas. Petit 4, un animé bien pourri. Voilà, à vos commentaires.